toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, petit numéro spécial, petite dédicace et un hommage à un collègue qui nous a quittés tragiquement récemment. Il s'agit de Mourad Ameziani. Donc paix à son âme, gros courage et grosse pensée à sa famille. Personnellement, je ne le connaissais pas directement, mais voilà, sa disparition nous a, je pense, tous touchés pour les gens qui sont au courant. Et donc, je disais numéro spécial parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez bullshiteux. Voilà, il faut le dire. Donc, il s'agit de l'IA générative. Bonjour Philippe et bienvenue dans la chaîne. Salut. Du coup, Philippe, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent via la chaîne aujourd'hui, s'il te plaît? Ouais, bah écoute, en résumé, moi j'ai commencé ma carrière au début des années 2000 chez IBM et les 10 premières années, j'ai fait de la sécurité informatique. Et puis après, j'avais un manager qui était hyper bienveillant, qui s'appelait Vivian, qui lui aussi nous a quittés malheureusement, qui un jour à la machine à café me dit « Ouais Philippe, je sais que tu es Microsoft Certified Trainer et Microsoft a sorti un truc qui s'appelle Windows Azure. Est-ce que tu pourrais regarder et éventuellement former l'équipe ?» Et j'ai commencé à mettre un doigt, une main, un bras dans Azure, qui maintenant s'appelle Microsoft Azure, le cloud public de Microsoft, mais à l'époque c'était Windows Azure. Et j'ai commencé à former en fait mes collègues. À l'époque c'était Sopra Steria, ma société, sur Azure. Puis après, j'ai changé parce que j'ai un profil plutôt consultant. Donc, je suis passé chez Capgemini, chez d'autres sociétés. Et un de mes rêves dans la vie, c'était de rentrer chez Microsoft. Et donc, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, j'ai postulé. Alors, on croit souvent que j'ai été pris du premier coup. Pas du tout. J'ai postulé. Il y a eu des postes où j'ai complètement foiré les entretiens. Je me rappelle d'une petite anecdote. Je passe un entretien pour un poste chez Microsoft en anglais. Et on parle de comment calculer le SLA dans Azure, d'accord, le SLA d'une infra, etc. Et moi, je donne une réponse et la personne me dit non, c'est pas comme ça, etc. Donc la personne chez Microsoft. Et donc l'entretien se passe pas forcément très bien. Et après, j'apprends que cette personne en fait avait écrit l'article chez Microsoft sur le calcul d'un SLA. Donc autant te dire que bon, j'ai pas été pris, mais c'est pour vous dire que voilà, moi c'était un de mes rêves. J'ai tenté, j'ai retenté. L'anglais c'était ce qui pêchait chez moi. Et tous les matins je me levais beaucoup plus tôt et pendant que je faisais mon sport, j'écoutais des podcasts, je parlais à une IA en anglais à l'époque pour le coup pour progresser. Et puis j'ai fini par rentrer chez Microsoft en trainer. Voilà, au début je suis rentré en tant que trainer. Et d'ailleurs, moi, je conseille toujours, quand on me demande comment être un bon cloud solution architecte, je dis toujours commencer en tant que formateur. Pourquoi ? Parce que quand on est formateur, on est obligé d'être pédagogue, on est obligé de simplifier des concepts compliqués pour qu'ils soient compris par tout le monde. Et c'est un peu le sens de ta chaîne. C'est-à-dire que le Unbullshit, c'est vraiment le fait de aussi simplifier des concepts qui pourraient sembler compliqués avec des termes compliqués, mais qui au final répondent à un besoin qui est très simple. On parlera aujourd'hui, je pense, de fine-tuning, de retrieval augmented generation, d'inférence, etc. En fait, c'est des concepts, quand on les comprend, qui sont très simples. Et tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que quand je suis rentré chez Microsoft en tant que trainer, pendant les 3 premières années, ça m'a permis de mieux appréhender et de mieux simplifier des concepts qui peuvent être vus comme compliqués par des non-initiés, entre guillemets. Voilà. Et donc, pour résumer, moi, je conseille toujours, quand on commence un nouveau poste, d'être capable de former les gens sur les technologies qu'on utilise chaque jour. Si tu es capable de former qui que ce soit sur ta technologie, alors ça veut dire que tu as le bon niveau d'explication auprès de tes interlocuteurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler à ton fils, par exemple. Moi, mon fils de 10 ans, si je lui parle d'Azure, ça va être un peu compliqué pour lui de l'appréhender. Si je lui parle de Network Security Group, de Storage Account, etc. Par contre, si je lui dis voilà ce que permet de faire l'IA et que je lui fais une démo de l'IA chez Microsoft, là, il comprend. Par exemple, moi, maintenant, j'ai changé de poste depuis quelques mois. Je suis passé de Cloud Solution Architect à Cloud Solution Architect Data and AI. Je fais que de l'IA, je fais que de la data tous les jours.
Et forcément, mon discours, il évolue dans Hmm. ces domaines-là, quoi. Oui, complètement en phase et surtout la partie trainer, même moi quand je le fais dans mon propre travail aussi, ça me permet d'être en confiance aussi beaucoup plus dans l'apprentissage parce que des fois on forme des gens et on s'aperçoit qu'on ne connaît pas certaines choses. Donc ça permet aussi de compléter au fur et à mesure. Et ça c'est hyper intéressant. Oui, donc et aussi ce que je retiens Philippe, même on fait un focus là sur ta carrière, c'est que ce que tu dis c'est qu'il faut persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, ouais, quand tu dis c'est solution architect, machin, comment tu as fait pour y arriver et tout, c'est pas par chance, tu l'as dit, c'est pas parce que baguette magique, première fois ça marche. Voilà, il y a des refus, il faut, même si on arrive, voilà, moi personnellement, là récemment, j'ai intégré une nouvelle entreprise, mais c'était aussi galère dans les process, avec d'autres entretiens aussi. Donc il faut toujours y croire et persévérer pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est. Alors, Ouais. ça m'amène plein de réflexions et je te Après, suis. ensuite, sur le La sujet. première chose, la première chose, oui, bah après, ça va durer, hein. Moi, je suis bavard. La première chose, Vas-y, c'est Philippe. que, de mon point de vue, et c'est souvent ce que je dis à mon fils, tu es ton premier fan. C'est-à-dire que moi, j'aime profondément mon gamin et je l'encourage le plus possible, Ouais. mais je ne serai pas toujours là. Et la personne qui doit être son premier fan, c'est lui. Et donc, si vous ne croyez pas en vous, bah, ne demandez pas aux autres de croire en vous. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, souvent on me demande, oui, comment tu as fait à travailler chez IBM, Capgemini, blabla, Microsoft, nanana. En fait, j'ai travaillé peut-être plus que mes collègues. C'est-à-dire que quand mes collègues ils terminaient, eh ben, moi, je continue à travailler sur certains sujets. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. Je suis juste un passionné d'une technologie ou de plusieurs technologies. Moi, je suis un ancien MVP, Most Valuable Professional chez Yes. Microsoft. Et donc, avant de rentrer chez Microsoft, parce qu'en fait, quand on rentre chez Microsoft, on perd ce statut automatiquement, parce que le statut Ouais. de MVP ne peut pas Ouais. être dédié à un salarié Microsoft. C'est pour récompenser l'apport à la communauté de personnes qui sont passionnées sur des technologies de Microsoft. C'est ça le MVP, mais toujours pour des personnes qui sont en dehors de Microsoft. Et donc, quand je suis rentré, bah forcément, je me suis dit, OK, mais je perds un peu ce sentiment d'appartenance à une communauté, même si j'en recrée une chez Microsoft. Et donc, j'ai continué un peu mon boulot de MVP au travers de ma chaîne YouTube, au travers de ma chaîne Twitch, etc., de mon livre Azure, mais pour aider la communauté et puis pour moi, pour apprendre. Parce que ce qu'on ne dit pas, mais ce que dit pas Rafik, c'est que on y trouve notre compte, nous, dans ce genre de vidéos, dans ce genre de podcast, etc. Pourquoi ? Parce que ça se prépare. On a préparé ça avec Rafik, on a travaillé des sujets, chacun de son côté. Lui, il m'a préparé des questions pour me fracasser. Moi, je me suis préparé à répondre à ces questions. Mais le point important que tout le monde doit prendre en compte, c'est que, en fait, nous, à produire du contenu, ça nous permet de progresser. Parce qu'on est obligé d'apprendre. On ne connaît pas tout. Et d'ailleurs, je vais sans doute faire des erreurs aujourd'hui, comme Rafik va peut-être en faire aussi. Et c'est le jeu. Mais on va dire que ça nous apporte beaucoup, cette communauté, puisqu'en fait, ça nous oblige à apprendre. Oui, exactement, Philippe. Et je te rejoins complètement sur le point. Donc, il faut qu'on trouve la force et la motivation pour continuer. C'est pour ça que la communauté, elle est importante pour nous soutenir aussi dans l'autre sens, on va dire. Est-ce que tu peux donner ta vision d'une définition simple de ce que c'est l'IA génératif aujourd'hui? L'IA générative, alors il y a l'IA de manière générale et il y a l'IA générative, c'est complémentaire, mais encore une fois, c'est une approche, c'est une partie de ce qu'est l'intelligence artificielle. Si on devait résumer déjà ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de moyens techniques, si je prenais un peu la définition de Wikipédia, mais c'est un ensemble de moyens techniques utilisant l'ordinateur, le compute, pour simuler l'intelligence humaine. Et simuler l'intelligence humaine, ça peut être le raisonnement, ça peut être la déduction, etc. Et l'IA générative, c'est un type de système d'IA, d'accord, qui va être capable de générer à partir d'instructions, qu'on appelle des prompts, du contenu. Et donc, ce contenu, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des vidéos.
Et encore une fois, cette génération de contenu à partir d'instructions, on appelle ça des completions. Donc pour résumer, j'arrive, je lui donne des instructions, c'est ce qu'on appelle des prompts. Ces instructions, je peux les donner soit en texte, soit avec ma voix, parce qu'il y a aussi le concept de speech to text, c'est-à-dire je transcris ma voix en texte, mais aussi de text to speech. L'IA me répond avec une voix. Donc mes instructions, c'est un prompt. Et l'IA générative, elle va générer du contenu à partir de mes instructions. Sauf que pour pouvoir générer ce contenu, il faut savoir que déjà, elle a appris l'IA générative. Et elle a appris sur des données publiques, par exemple, disponibles sur Internet. Donc, quand on parle d'IA générative, il ne faut pas oublier que l'IA, c'est une voiture, et qu'une voiture, pour fonctionner, a besoin d'essence. Et cette essence, c'est la data. Donc, si votre jeu de données au début, qu'on appelle un dataset, est corrompu, c'est-à-dire s'il a des biais, ces biais, ça peut être lié à l'âge, à la religion, au sexe, etc., etc., et ben vos données en sortie vont être corrompues. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on parle d'IA, parler de data. C'est un peu comme le Padawan avec le Jedi. L'un va pas sans l'autre, en fait, si tu veux. Une IA sans données, c'est une IA, c'est une coquille vide. Et ne pas oublier aussi que l'IA, c'est un ensemble d'algorithmes. Derrière une IA, il y a des algorithmes qui lui permettent de générer du contenu, mais un nouveau contenu qui n'a pas déjà été créé. Je m'explique. L'IA, elle va analyser, ingurgiter des milliards et des milliards de bits, de données, etc., d'octets disponibles sur Internet. Une fois qu'elle les a analysés, elle va être capable de retranscrire ces données de manière résumée, mais aussi de générer un nouveau contenu à partir de ce qu'elle a appris. Et c'est là où on dit générative. Elle a généré un nouveau contenu. Par exemple, à une IA générative, je peux lui demander de sortir une blague sur les informaticiens, et cette blague, tu ne la retrouveras pas sur Internet. Elle va être créée de toutes pièces. Alors après, est-ce que la blague va être drôle ou pas ? C'est un autre débat. Mais quand on parle d'IA générative, c'est vraiment de la génération de textes, d'images, de vidéos. Et un autre point aussi qui est très important, c'est qu'on demande souvent à l'IA générative de faire des choses qu'elle n'est pas forcément en mesure de faire. On parle de bullshit sur ta chaîne. Typiquement, si je dis à l'IA générative, Alice a 4 sœurs et un frère. Et ce frère s'appelle Tom. Donc Alice a 4 sœurs et un frère qui s'appelle Tom. Combien de sœurs a Tom ? L'IA générative va te répondre 4, alors qu'au final, il y en a 5. Et pourquoi ? Parce qu'il faut compter Alice, bien entendu, dans les sœurs. Et ça, tu vois, c'est un problème de maths très simple qu'un enfant de 10 ans peut résoudre. Pour autant, toutes les IA génératives ne sont pas capables de répondre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles sont capables de raisonnement, mais jusqu'à un certain point, et ce raisonnement est basé aussi sur des données qu'elles ont déjà apprises. Sauf que, donc en gros, si tu veux lui faire résoudre un problème de maths qui existe déjà, elle va y arriver très simplement. Si tu veux créer un problème de maths qui n'a pas été encore analysé, ni réfléchi, ni ingurgité par l'IA générative, ça risque d'être plus compliqué. Oui. Après, on pourrait me répondre, oui, mais il y a des IA génératives, par exemple GPT-1o, qui ont une partie de raisonnement qui est intégrée, et tu peux lui donner le temps pour qu'elle raisonne, cette IA générative. Donc, il y a des améliorations et ça évolue tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que si je devais résumer, l'IA générative, à partir de tes instructions, elle va donner un poids à chacun de tes mots et elle va pouvoir répondre en fonction de l'importance de ces mots via les completions. C'est ça une IA générative. Merci Philippe, je pense que c'est très clair. Maintenant, aujourd'hui, même si moi je connais les réponses, mais l'intérêt c'est que ça soit accessible à des non-informaticiens aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mélangent ChatGPT avec GPT. Par exemple, ils disent utilise l'IA générative GPT-4o ou va utiliser ChatGPT, la notion de LLM, des choses comme ça. En gros, moi, des fois, j'assiste à des conférences où tu as des orateurs qui sont experts, mais je sens qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Parce qu'il dit, mon IA génératif GPT-4o mini, je l'ai appelé et ensuite elle m'a retourné des réponses. Et là, tu sens que la personne n'est pas à l'aise. Il commence à
À quoi? À bullshiter. À bullshiter, c'est parce que Ouais, le bullshit, c'est, je rappelle la définition, hein, c'est croire qu'on maîtrise quelque chose et qu'on va la présenter aux gens. C'est-à-dire croire que je sais ce que c'est le pain, mais je vais expliquer à mes enfants ce que c'est le pain. Tu vois, donc c'est ça le truc. Donc, quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu peux déjà nous simplifier la différence ouais. que ChatGPT c'est quelque chose, que les LLM utilisés c'est quelque chose et voilà. Alors, moi, il y a plein de choses que j'ai à dire, Rafik. Premièrement, moi, je Vas-y. prétends pas tout savoir. Et surtout, je crois, il y a un principe de Peter, si je me rappelle bien, à vérifier, qui est de dire que toute personne arrive à son seuil d'incompétence, mais elle n'est pas toujours au courant non plus qu'elle a atteint son seuil d'incompétence. Donc moi, je Ouais. me renseigne beaucoup, je me documente beaucoup. Entre ce que je comprends et ce qu'a voulu dire l'auteur de l'article que j'ai lu, il peut y avoir aussi un décalage. Et donc parfois, on va répondre à une question en pensant avoir raison, alors qu'on est complètement à côté, parce qu'on n'a soit pas compris la question, soit nos données d'entraînement de notre cerveau sont pas parfaites. D'accord? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle effectivement de GPT, GPT-4O. Le O, Et c'est ainsi de suite. quoi? Omnimodal, multimodal, ça veut dire quoi, etc. Si je devais résumer, c'est la capacité d'une IA à ingurgiter non pas que du texte, mais aussi en termes de réponse, des images, des vidéos, etc. On a tous entendu parler, je crois, de Soral Sora, ouais. de Google, qui permet de générer une vidéo, Vidéo, ouais. d'ailleurs bluffante, à partir d'une instruction. Et en fait, c'est là où on rentre aussi dans un autre débat, qui est l'importance du prompt. D'accord? Plus le prompt est précis, plus l'IA va pouvoir répondre pardon, à ta question. C'est quoi le prompt Et du coup, donc, Philippe? Pardon. le prompt, c'est les instructions que tu vas donner à l'IA. Par exemple, Ouais, tu ce vas que je lui lui dire écris à ChatGPT par exemple, ça c'est un prompt. Hmm, exactement, en fait, hmm, c'est qu'est-ce que tu attends d'elle? C'est les instructions que tu lui donnes. Est-ce que hmm. tu veux me créer un poème? J'ai une tendinite du talon d'Achille, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai envie d'aller à un resto avec ma femme ce soir à Lyon. Quel resto tu me conseilles, par exemple, dans le 9e, etc., Ouais. etc. Donc le prompt, ça va être l'instruction. Et le prompt est hyper important parce que souvent, moi, je fais la comparaison avec une discussion. Si j'arrive dans un bar et que je dis oui, je voudrais à boire, le barman, il va me dire ok, mais tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux de l'eau pétillante? Est-ce que tu veux un alcool? Est-ce que tu veux un café? Oui. Etc. Alors que si j'arrive en me disant bah, je voudrais un expresso, ok, il sait tout de suite ce qu'il va pouvoir me proposer et à quel prix. Et c'est un peu ça, je fais souvent cette comparaison avec les prompts et bien entendu les completions, donc la réponse qui va m'être donnée par l'IA, c'est plus mon instruction est précise, plus sa réponse va être en conformité avec ce que je demande. Plus mon instruction de départ est floue, plus la réponse ne va pas me plaire. Et plus je peux critiquer une IA qui, au final, ne fait que répondre à quelque chose qui n'était pas clair. Et donc à interpréter d'une certaine façon mon instruction. Et quand on rentre dans l'interprétation, ben, c'est là où on fait des erreurs. C'était un peu Ouais. le sens Ouais, de mon propos. c'est très clair. L'exemple du bar, ça c'est pas mal. Et du coup, si on prend ChatGPT, parce que je parle de ChatGPT, après on va parler d'Azure AI et tu vas nous montrer, je pense, des choses par rapport à ça. Si on retient ChatGPT, donc si j'ai, on va prendre ma mère, elle utilise ChatGPT, ok? Elle prend, elle fait rentrer des prompts, des instructions, et derrière le ChatGPT, c'est l'outil qui va faire interface entre les modèles de langage, donc les LLM, où tu as présenté qui prennent des textes, des images et génèrent des textes, des images, et pour certains des vidéos. Et du coup, ChatGPT fait que l'interface. Il ne faut Ben, pas en qu'on fait, confonde ChatGPT et LLM. oui, en fait, tu l'as résumé. Dans ChatGPT, il y a chat. C'est un chat. Donc, c'est comme quand ton train il est en retard à la SNCF, tu te connectes sur le site, tu as un chat sur la droite en disant pourquoi mon train est en retard. Donc, le chat en lui-même va être basé derrière sur un LLM. Alors, l'accès à ce LLM, ça peut être via des API, etc. Mais dans tous les cas de figure, il va y avoir une interface. Et cette interface-là, elle va être basée sur un chat, mais elle peut être basée aussi sur un avatar virtuel.
D'accord ? Cet avatar virtuel, il peut te ressembler, il peut me ressembler, il peut utiliser ma voix pour te répondre. Et ça peut être d'ailleurs une femme qui utilise ma voix clonée pour te répondre. Et dans ces cas-là, eh ben, tu vas pouvoir communiquer avec elle en speech to text, ou text to speech, etc. Mais au final, le modèle, parce que tu parles de LLM, mais il y a aussi ce qu'on appelle des SLM, des Small Language Models. Quel que soit ce qu'on va utiliser comme technologie, il faut un vecteur de communication avec cette technologie. Et ce vecteur de communication, il y en a plein de différents. Ça peut être du texte, du chat, comme tu disais, ça peut être ma voix, etc. etc. Ouais, très bien, très bien. C'est très clair. Et du coup, si on avance un peu plus, du coup, Philippe, il y a énormément aujourd'hui de... Je ne sais pas si c'est des informations justes ou fausses qui disent que demain, on peut être remplacé par une IA générative. Toi, aujourd'hui, en tant que Microsoft ou en tant que Philippe, quelle est ta vision par rapport à cette chose? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'indices, un peu plus de choses qui nous permettent d'éclaircir ce sujet? Waouh, alors là, il y a plein de débats là-dedans. Alors, d'abord, On va essayer de résumer. Il y a Philippe Payola en tant qu'employé Microsoft et Philippe Payola, son point de vue personnel. Oui, exactement. Je vais, sans faire de bullshit, je ne vais pas forcément répondre directement à ta question. La première chose à savoir, c'est que qu'est-ce qu'on attend de l'IA? Clairement, moi, je vais dire, pour moi, une IA, elle va marcher si, un, elle me fait gagner du temps, et deux, elle répond à un besoin important pour moi. Je m'explique. Tous les jours, avec toi, avec n'importe qui, quand j'ai des réunions, j'utilise Copilot dans Teams. Et Copilot va résumer ma réunion et va me donner les call to action de chacun. Voilà, Rafik, il doit faire ça après les réunions. La réunion, Philippe, il doit faire ça, etc. Ça me fait gagner un temps monstrueux. Et franchement, et c'est pas parce que ce Bosch, c'est Microsoft, mais j'estime que 99% de ce que va me retranscrire l'IA de manière résumée est correct. Donc ce temps-là, je peux le faire et le passer, plutôt l'utiliser pour faire autre chose. Ça peut être aller faire du sport, passer du temps avec mon fils, etc. Mais là, tu as trouvé ma première logique, qui est de dire, si l'IA me fait gagner du temps, alors j'ai tout gagné. Deuxièmement, et là je parle à titre personnel, mais pour une entreprise, elle a souvent un support, l'entreprise. Ce support, il est de premier niveau, deuxième niveau, etc. En fonction des produits qu'on vend, on va avoir souvent les mêmes questions qui apparaissent. Moi, je ne trouve pas déconnant d'avoir une IA générative qui répond aux mêmes questions standardisées des utilisateurs, parce qu'on sait qu'un bug est connu, etc. Et que la réponse est toujours ça. Il faut faire un reset hard, par exemple, de mon réveil connecté pour pouvoir le réutiliser, nanana, ou faire une mise à jour du firmware. Ça, moi, je dirais que ça permet de répondre à un besoin. Un, je réponds rapidement à un client par rapport à une demande légitime. Et deux, j'utilise mon support pour son vrai rôle, c'est-à-dire aller dans du deep dive sur des problèmes techniques. Moi, je connais personne, en tout cas peut-être toi, mais moi, je connais personne qui adore l'administratif, faire tout ce qui est administratif. Non. Répondre aux mêmes questions toute la journée, je trouve qu'à titre personnel, il n'y a rien de plus chiant. Si l'IA générative, elle me permet de me concentrer sur les tâches vraiment intellectuellement importantes pour moi, alors j'ai gagné. Ça, c'est la première réponse à ta question. Deuxième réponse, elle doit aussi me permettre de mieux vivre. Typiquement, cancer. Le cancer est une maladie qui tue des dizaines et des dizaines de milliers de personnes en France, et dans le monde, les chiffres sont encore plus importants. Malheureusement. Ce cancer, les cancers qu'on peut avoir, malheureusement, sont multifactoriels. C'est-à-dire, ça peut venir de l'environnement, ça peut être de mon hygiène de vie, ça peut être aussi d'une exposition à un produit toxique à un instant T, etc., etc. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir un cancer, malheureusement. Et il y a bien trop de cancers en France et dans le monde. Oui, n'empêche que, je vais te donner un exemple concret qui n'a rien à voir avec Microsoft pour le coup, donc on ne peut même pas me dire « oui, mais t'es jugé parti ». Il y a l'Institut Curie à Paris qui travaille sur les traitements pour le cancer, etc. Donc il y a des scientifiques qui travaillent, des docteurs, et dans les cancers qu'on peut malheureusement avoir, on a ce qu'on appelle les CPI, les cancers primitifs inconnus. En fait, le principe, c'est que quand on détecte ce cancer chez quelqu'un,
la personne a déjà des métastases. Donc, ça veut dire qu'en gros, le cancer, il est déjà à un tel niveau d'évolution qui fait que le pronostic vital, il est vraiment faible par Ouais. rapport à d'autres types de cancers. D'accord ? Et encore une fois, je ne minimise pas les cancers entre eux. Je dis juste qu'il y a des cancers, quand ils sont découverts, on va dire que c'est déjà trop tard. Et le truc, c'est que les médecins, sur ces cancers CPI, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des traitements qui sont généralistes. Ils ne ciblent pas l'origine du cancer. Ils se rendent compte que le cancer est métastasé, donc on ne va pas cibler l'origine. On ne sait pas de quel organe est parti le cancer avant qu'il soit répandu dans le système de l'être humain. Et donc l'intérêt, c'est de connaître l'origine d'un cancer pour pouvoir le traiter, parce qu'il va mieux répondre au traitement si c'est un cancer du sein, un cancer des poumons, un cancer du pancréas, si les traitements sont plus ciblés. Et donc, il y a un docteur, le docteur Watson, à l'Institut Curie, qui a utilisé une IA, qui, je répète, à ma connaissance, n'est pas une IA de Microsoft, donc pas jugé parti, pour entraîner sur plus de 20 000 échantillons une IA pour reconnaître de manière plus fiable les CPI, ces fameux cancers primitifs inconnus. Et ce qui a permis, je crois de mémoire, de tripler le diagnostic, enfin l'espérance de vie d'un malade qui a un CPI, puisqu'on va être plus facilement être en mesure de détecter l'origine de son cancer, le premier organe touché, et donc de mieux le soigner. Et donc, pour répondre à ton point, est-ce que l'IA générative va remplacer l'être humain ? Moi, je ne pense pas, parce que par rapport à l'exemple que je t'ai donné sur Alice, qui a 4 sœurs et un frère, on n'en est pas là. Mais par contre, l'IA, si elle est là pour nous aider à aller mieux et pour nous dégager du temps pour ce qui compte vraiment, eh ben, je dirais qu'on a tout à y gagner. Et j'ai donné l'exemple du client avec son support. J'ai donné mon exemple tous les jours. J'ai des tas de réunions clients et créer des comptes rendus. Je te laisse imaginer, j'ai 7 à 8 réunions par jour minimum. À la fin de la journée, il faut que j'envoie les comptes rendus de ma première réunion à mes clients de 9 heures. Je ne me rappelle plus forcément de tout ce dont on a discuté. Et donc, si l'IA générative me permet de gagner du temps dans mes comptes rendus, qui est une tâche qui est rébarbative, j'ai tout gagné. Ouais, complètement. Du coup, là, si je résume, c'est vraiment, si on considère que c'est un outil qui vient nous assister, nous fait gagner du temps par rapport aux tâches répétitives qu'on fait, que ce soit administratif ou autre, hein, il n'y a pas que l'administratif qui nous embête quotidiennement, et aussi aider le secteur scientifique, économique et tout, à mieux détecter, par exemple dans le cadre des cancers c'est-à-dire anticiper la guérison et tout le process de guérison qui suit. Il y a aussi un axe, moi, que je voudrais bien rajouter, et tu me diras ce que tu en penses, parce que durant mes conférences, je dis beaucoup aux personnes qui viennent, euh, réussir, réussir l'intégration de l'IA générative dans vos business, c'est réussir à en prendre le contrôle. Et parce que si tu prends le contrôle, c'est-à-dire que le médecin, par exemple, dans le cas du cas des cancers, s'il prend le contrôle sur l'IA et lui dit, lui, tiens les échantillons, dis-moi s'il est malade et moi je continue, au lieu que ça soit l'inverse, c'est elle qui vient scanner, et qui vient soigner. Parce que demain, il y a des gens qui se disent, et qui vendent ça malheureusement, et moi j'ouvre mes chakras, il n'y a aucun problème, qui disent que demain il y aura des robots qui vont soigner en bloc opératoire, qui vont enlever la tumeur, qui vont soigner les malades et tout. Et ça, honnêtement, j'ai pas envie que, même si c'est fascinant, j'ai pas envie que ça arrive. Parce que dans ce cas, le médecin, il va perdre le contrôle. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, à titre personnel, si demain j'ai une chirurgie à avoir, je veux que mon chirurgien, quelle que soit la forme dont il prend, et ça c'est un point de vue personnel, est-ce que ça doit être humain ou est-ce que ça doit être un robot muni d'une IA générative ? Moi, je m'en fiche de qui il y a derrière. Ce que je veux, c'est être soigné du meilleur moyen possible. Donc si c'est un médecin humain qui est le meilleur au monde et qui va me faire une chirurgie parfaite, ok. Mais si un robot est capable de faire mieux qu'un être humain, et on va se dire les choses sur certains actes, le robot est capable d'être plus précis qu'un être humain, ben ok. Par contre,
faut pas oublier un point. Et donc ça, c'est un point de vue personnel, Oui, d'accord? Moi, je veux être on est soigné là pour... par le ouais, meilleur bien moyen. sûr. Je m'en fiche que ça soit un Ouais, robot. Je veux que ça soit la meilleure méthode pour me soigner. ouais. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que l'être humain ne sera jamais remplacé, de mon point de vue, par l'IA générative ou par une IA, puisque une IA, c'est une somme d'algorithmes. Et qu'une IA n'a aucun sentiment. Ce qui fait toute la richesse de l'être humain, c'est qu'on a des sentiments. Bon, mauvais, on peut en discuter, on a la haine, on a l'amour, on a la honte, mais ce sont des sentiments qui vont nous faire prendre des décisions. Et parfois, ces décisions ne vont pas être bonnes, ni pour nous, ni pour notre entourage, parce qu'on va baser ces décisions sur des sentiments. Je dis bien parfois, je ne dis pas que toutes nos décisions sont mauvaises quand elles sont prises par des sentiments, mais parfois, sur le coup de l'émotion, on va prendre des décisions qui ne font pas dans notre intérêt ou celle de notre entourage. L'IA générative, elle n'a pas ce biais-là. Elle est entraînée sur des modèles, sur des données, je vais y arriver. Ces données, elles sont comme elles sont générées par un être humain. Alors après, on pourra discuter, oui, mais si ton IA générative est basée sur des données qui ont été écrites par des êtres humains, elles sont forcément faillibles, ces données, puisque l'être humain est faillible de base. D'empêche que moi, ce que je veux, c'est être soigné le mieux possible. Par contre, pour tout ce qui est gestion du patient, pour tout ce qui est gestion de la relation patient, bien sûr que l'être humain doit rester au cœur et que ça ne doit pas être une IA générative. Je ne conçois pas une IA, même pas générative, mais une IA qui annonce à un patient qu'il est malade et qu'il lui reste que quelques jours à vivre. Forcément. Et on peut créer une IA avec une simulation de sentiments qui va pouvoir interpréter nos propres sentiments, parce que ça existe déjà. On a des IA qui sont capables d'analyser mon faciès et de savoir si je suis heureux, malheureux, triste, etc. Ok, mais rien ne vaut l'interaction humaine. Et c'est là aussi un point important, c'est que l'IA doit nous aider à vivre mieux, mais il ne faut pas oublier ce qu'est une IA. Une IA, c'est une somme d'algorithmes qui n'a pas de sentiment. Quand on entraîne un modèle, parce qu'après on pourra parler de l'entraînement de modèle, on a des entraînements qu'on appelle supervisés, non supervisés. Dans du supervisé, on va lui donner les bonnes réponses en disant voilà ton but, avec les données que je t'amène, voilà où tu dois arriver, et non supervisé, eh ben, elle va essayer d'apprendre par elle-même. Mais dans tous les cas de figure, on prend en compte l'aspect technique, mais pas l'aspect humain. Et une IA n'a, à ma connaissance en tout cas, aucun sentiment. Et même quand elle fait des erreurs, elle s'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Par contre, quand je vois Elon Musk, je fais une petite parenthèse avant qu'on attaque la dernière phase de pratique, hein. Quand je vois les robots d'Elon Musk, j'ai préparé, j'ai oublié le nom de ces robots. Bon, bref, ces robots qu'il a présentés, eh ben, j'ai vu une phrase où il dit qu'ils peuvent avoir des sentiments demain. Est-ce que ça, tu trouves que c'est bullshit ou pas, Philippe, de À ton ma avis? connaissance, je vois pas comment, mais encore une fois, je suis pas expert dans le domaine de la robotique, mais je connais un petit peu l'IA et je vois pas comment une IA peut avoir des sentiments. Hmm. Puisque il n'y a pas de... Ce qui font les sentiments chez l'être humain, c'est tout ce qu'on libère physiquement, c'est-à-dire des hormones, et tout ça, tout ça, un ordinateur n'en est pas pourvu. C'est une suite de 0 et de 1, de bits, c'est binaire. Oui. Donc, dire ça, ok, moi je ne connais pas suffisamment le domaine, mais pour moi, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Très bien. Ça, c'est. Ouais, je suis en phase et je crois qu'on est d'accord sur quelque chose, c'est qu'on n'espère pas que les robots aient des sentiments. Ça, on est là, on doit. Juste un point, et Ouais, je veux juste finir là-dessus, ouais, je sais que vas-y. le temps passe, mais Ok. juste un point, c'est que on voit de plus en plus d'IA qui sont vus comme des compagnons pour vaincre la solitude. Le point, c'est que Ah, oui. on a tendance à parler à l'IA, et moi le premier, comme si c'était une personne. Sauf que l'IA n'est pas une personne, encore une fois. C'est un algorithme, c'est une succession d'algorithmes et n'a pas de sentiment. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai pas encore d'idée arrêtée sur le fait de
une des causes de mortalité dans le monde, c'est le suicide lié à la dépression, lié à la solitude, etc. On connaît les déserts médicaux, on connaît aussi en France qu'il y a des gens qui sont isolés. Et ça a un impact, pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est un animal qui est sociable. Ça, c'est une certitude. On a besoin des autres pour vivre. Moi, je connais personne qui est capable de rester pendant 1 ou 2 ans tout seul, sans parler à qui que ce soit. Il va devenir fou. C'est comme ça. Clair, ouais. On est des animaux sociables. Bon. Faut pas oublier aussi d'avoir un esprit critique. Je terminerai juste là-dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce que quelque part, l'IA est entraînée sur des données. Imagine une IA en Russie. Elle va être entraînée sur des données liées à l'Internet russe, liées aux articles écrits par les journalistes russes, etc. Si tu demandes à cette IA russe de te donner son point de vue sur la guerre en Ukraine, mais que tu as une autre IA entraînée en Europe ou par les Occidentaux en Amérique sur, encore une fois, les données publiques liées à la guerre en Ukraine, les 2 IA ne vont pas donner la même réponse. Forcément. Clairement, on ne va pas se le cacher. Ouais. Et donc, mon point, c'est que il faut tous et toutes qu'on ait collectivement un œil critique sur l'utilisation de l'IA. Pourquoi ? Et pas en disant une IA n'est pas fiable ou autre, je ne suis même pas en train de dire ça. Je dis juste qu'à titre personnel, je pense que quand je fais une recherche sur Bing ou sur Google sur des sujets bien précis, j'essaie toujours d'avoir une position un peu critique, un peu comme font les journalistes d'ailleurs. Je trouve que c'est une bonne réflexion. Ils croisent les sources, d'accord ? Ils ne croient pas une source, ils ne croient pas un article. Ils essayent d'avoir des points de vue différents sur une même situation. Et c'est un peu pareil pour l'IA générative. Une IA générative, ce n'est pas un ami, de mon point de vue. Et surtout, les réponses qu'elle va faire, au final, n'engagent que leur créateur. Elle n'engage pas l'IA générative en elle-même. C'est une suite d'algorithmes qui a été codée par des développeurs. Et donc, au final, il faut toujours, de mon point de vue, avoir un œil critique, quel que soit le domaine sur lequel on va travailler. Même si elle aide beaucoup l'être humain, l'IA, de manière générale, et je pense qu'elle va nous permettre de gagner du temps et de mieux vivre dans l'avenir, et elle le fait déjà moi, dans mon daily job. Mais au-delà de ça, il faut aussi avoir un œil critique sur ce que peut produire une IA. Oui, complètement en phase, Philippe, merci beaucoup. Donc si on doit résumer, avant de passer à la dernière partie, c'est voir l'IA et l'IA générative, parce que c'est un sous-ensemble, comme des outils d'assistant, en tant qu'assistant, pour nous faire des choses à notre place et nous laisser du temps. Pour réussir son intégration, il faut savoir en prendre le contrôle. Et derrière, on disait aussi que on n'espère pas et on ne pense pas que l'IA ait des sentiments demain et qu'elle puisse vraiment cohabiter avec l'homme ou la femme et avec l'être humain en général et prendre sa place. Et aussi, ce que tu disais avant dernier, c'est vraiment avoir un esprit critique. Parce que c'est bien d'avoir l'esprit critique, ne pas être la tête dans le guidon, parce que je vois beaucoup, certains, se dire « Ouais, moi c'est l'IA aujourd'hui, j'ai tout chez moi, basé sur l'IA, des capteurs, des choses. » Oui, c'est bien, mais avoir un petit peu de recul pour voir un peu les champs, ouvrir ses chakras, ça c'est sûr, mais ne pas se lancer en mode brutal et sans arrière, on va dire sans arrière-pensée, ouais, sur la chose. Du coup, Philippe, pour la dernière partie, tu as accepté aussi de nous faire petite illustration un peu de ce qu'on a dit résumé, qui était fort intéressant aussi. Donc je te laisse la main pour nous illustrer quelques use cases par-ci par-là d'IA générative. Allez, donc là j'ai partagé mon écran et le son de mon ordinateur. On passe déjà par l'utilisation de GPT-4. Et dans GPT-4, on voit ici un chat, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et dans ce chat, on a ici la fenêtre qu'on appelle les prompts. Donc là, je vais donner mon instruction. Et ici, ça va être les réponses de mon modèle. Donc typiquement, je peux lui demander dis-moi un poème sur les informaticiens. Voilà. Typiquement, voilà, tout bêtement. Et là, il me génère un poème pour les informaticiens. Alors après, je vous laisserai juger de est-ce que c'est un bon poème, etc. Mais voilà. Donc là, je lui ai demandé de générer du texte. Et donc là, on a le completion.
Et là, on a les instructions qu'on appelle le prompt. Ensuite, ici, je vais lui donner une personnalité. C'est ce qu'on appelle le system message, juste là. Donc là, je vais lui dire, tu es maître Yoda et je veux que tu me répondes comme lui. Et je fais un apply change. Okay. Et là, maintenant, sa personnalité, ça va être maître Yoda. Donc là, je vais lui dire, par exemple, comment devenir un bon informaticien. Donc on est d'accord, Philippe, tu es maître Yoda, c'est un prompt système pour qui se programme. Et ce que tu continues à écrire, c'est un prompt utilisateur de requête. C'est ça ce qu'on Ouais, peut... ici, Ça reste toujours ici, des prompts, moi, quoi. Le système message, c'est, on va dire, dans quel contexte tu exécutes ton IA. Ok. Et le contexte, ça peut être, tu es un assistant, tu es quelqu'un du support, tu dois vous voyer la personne, ou tu es une personnalité comme maître Yoda. Donc là, ici, je lui ai dit comment devenir un bon informaticien, et il me dit un bon informaticien, devenir tu souhaites, patience tu dois avoir, apprendre continuellement tu dois, etc. Comme le ferait maître Yoda, au final. Ensuite, C'est parfait. là, on voit que c'est du texte, tout texte, c'est-à-dire je lui écris du texte, il me répond en texte, mais ce qui peut être intéressant, c'est de lui parler. Et donc en bas à droite, j'ai un petit micro, comme tu le vois, et là, je vais sélectionner le langage avec lequel je vais interagir avec mon IA. Je sélectionne une ressource qui va me permettre d'interagir et je fais ce qu'on appelle du speech to text et du text to speech. Et donc le speech to text et le text to speech veut dire, donc le speech to text veut dire que quand je vais parler, il va transcrire ma voix en texte et quand l'IA va me répondre, il va transcrire son texte en voix orale. Et je vais utiliser Jacqueline, comme le prénom de ma grand-mère pour le coup. Et là, je fais un save. Parfait. Et là, maintenant, j'ai le micro. Et donc, je vais lui dire, est-ce que tu connais l'adresse d'un bon restaurant à Lyon ? Et automatiquement, il m'a généré mon texte, je lui envoie l'instruction. Connaître des adresses, moi, un maître Yoda virtuel, je ne fais point. Mais, de bons avis chercher tu peux sur des sites d'évaluation tels que TripAdvisor ou Google Reviews. Des recommandations de restaurants à Lyon y trouver tu pourras, selon les avis des clients qui y ont mangé. Toujours vérifier les avis récents tu dois, pour s'assurer que la qualité et le service sont toujours bons. HMMMMM. On voit un peu la réponse de fin qui est plus trop bonne. Alors, tu vois, typiquement, je vais lui enlever sa personnalité et je vais lui dire, je vais essayer d'un peu de la sortir dans ses retranchements. Je vais lui dire, oui, mais moi, j'aimerais vraiment que tu me donnes l'adresse d'un restaurant à Lyon. J'aimerais vraiment que tu me donnes l'adresse d'un restaurant à Lyon. Et donc, je lui envoie. Bien sûr, je peux te recommander le restaurant Le Gourmet de 16, situé au 129 rue de 16, 69 006 Lyon. C'est un restaurant gastronomique français qui propose des plats raffinés et une belle carte des vins. Bon appétit. Tu valides, Philippe, l'adresse? Je sais pas, je te dirai ça une fois que tu m'auras payé le resto. Tu me diras ça. Alors, il y a un point important, c'est que tu vois, je lui ai demandé d'être plus précis. Au début, elle s'est pas mouillée, et puis après, elle a fini par me sortir un nom de restaurant. Et en informatique, et surtout dans l'IA générative, on a le concept d'interprétabilité. Le principe, c'est que c'est une mesure par laquelle un être humain, donc moi, je peux comprendre la cause d'une décision de l'IA. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Et après, il y a l'explicabilité qui va examiner la manière dont l'IA est parvenue au résultat. Et c'est là aussi où on n'en a pas parlé aujourd'hui dans tous les concepts qu'on a développés, mais il est important pour un utilisateur d'une IA de lui demander comment elle en est arrivée à donner cette réponse. On a toujours tendance à poser des questions et lui dire « Ok, tu as fait ça, très bien, mais est-ce qu'on peut demander quel est ton cheminement de pensée ?» Tu sais, on est dans une société où on pose des questions, on obtient des réponses et basta. Mais c'est intéressant aussi de demander et d'essayer de réfléchir à l'autre et de se dire « Ok, mais comment t'en es arrivé à avoir tel point de vue sur telle situation géopolitique ? Qu'est-ce qui a fait que ?» Cette réflexion humaine, je pense qu'elle peut être appliquée au travers de l'IA. Donc voilà, donc c'était juste la petite parenthèse, mais ici, on a le Add Your Data. Et là, on va pouvoir sélectionner, par exemple, une source de données. Parce que pour l'instant, j'ai interrogé mon IA sur des données
global qu'elle a ingurgité. Là, on peut lui dire, OK, prends en compte, par exemple, une URL pour me répondre. Et cette URL, ça peut être un article Wikipédia. Souvent, je fais comme des mots. J'aimerais que tu me donnes le nom du dernier Premier ministre en France. Il va me répondre, suivant ces données, Elisabeth Borne ou Gabriel Attal, alors que c'est Michel Barnier. Et si on prend l'URL Wikipédia du Premier ministre en France, on verra que c'est Michel Barnier. Et donc, il suffit de lui copier-coller l'URL pour lui dire, voilà, maintenant, ta source de données pour répondre à ma question, c'est l'URL Wikipédia. Et ça, c'est ce qu'on appelle du RAG, du Retrieval Augmented Generation. Le principe, on va le mettre en exergue avec du fine-tuning. On entend souvent parler de fine-tuning et RAG en IA. Alors, c'est quoi la différence ? Toi et moi, Rafik, on a tous fait l'école, le collège, le lycée. Et après le lycée, en gros, on nous a dit, OK, mais tu veux être quoi ? Tu veux être plombier, informaticien, électricien, tu veux être coiffeur, etc. Et donc, chacun s'est spécialisé. Moi, j'ai été coiffeur. Non, c'est pas vrai, avec mes cheveux. Et j'allais faire... Pas du tout. Exactement. Tu vois, toi, t'es pas un bon client pour un coiffeur. Moi, je suis un bon client encore maintenant. Non, plus sérieusement. Ouais. Toi, tu es parti sur un domaine, moi je suis parti sur un autre, de l'informatique. D'accord ? Par exemple, moi j'ai fait des études dans la sécurité. Bon, informatique, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. C'est-à-dire que j'ai entraîné mon cerveau dans une spécialité bien précise. Le fait d'être dans la cybersécurité. Toi, tu as entraîné ton cerveau dans une spécialité bien précise que toi seul connais. D'accord ? Mon point, c'est que le fine-tuning, c'est le fait d'entraîner un modèle à se spécialiser dans un domaine de compétences bien spécifique. Par exemple, tout ce qui est recettes de cuisine ou tout ce qui est répondre à des questions juridiques. On va spécialiser le modèle dans un domaine bien particulier et il va utiliser le même langage à base de, par exemple, amende, de contravention, de jurisprudence, d'arrêté, tel que le ferait un avocat. Ça, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Et ensuite, on entend souvent parler de RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors là, c'est un peu différent, mais ça se rejoint. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait du fine-tuning de notre cerveau, quand moi, je vais te poser une question, par exemple, si toi, tu es une IA spécialisée dans tout ce qui est juridique, conseil juridique, il va falloir que tu ailles chercher, parce que la loi évolue chaque jour, il y a des arrêtés, il y a des jurisprudences, il y a des juges qui prennent telle décision qui contredisent ce qu'a dit un autre juge, etc. Et un bon avocat, il est au courant des dernières décisions qui ont été prises dans le modèle juridique français ou européen, etc. Bon. Le RAG, c'est le fait que quand tu vas poser une question à l'IA, plutôt que de se baser sur des données d'entraînement qui peuvent être vieilles, elle va aller chercher, par exemple, sur un site web bien particulier, Légifrance, pour ne citer que lui, la dernière jurisprudence liée à l'affaire du client. Et donc, le RAG, c'est vraiment le fait, un peu ce que je vous ai montré avec le Add Your Data, c'est le fait d'aller chercher les données avant chaque réponse pour être le plus accurate, le plus précis lors d'une question d'un utilisateur. Ensuite, autre point à connaître, une IA générative, c'est souvent, et ça c'est un point très important, c'est souvent vu comme une parole omnisciente, omniprésente, etc., qui ne peut pas se tromper. Il faut savoir qu'une IA générative se base sur un concept qu'on appelle la température. La température, ça va définir son degré de créativité. Plus la température est proche de 1, plus elle va être créative. Plus la température est proche de 0, moins elle va être créative. Elle va faire preuve de créativité. Moralité, si je veux qu'elle me réponde sur mes données, je ne veux pas qu'elle soit créative. Je veux qu'elle se base sur mes données. Dans ces cas-là, ma température, je vais la mettre à 0. Et souvent, on me dit, oui, mais je lui ai demandé comment soigner une tendinite et elle m'a donné une des réponses qui est mauvaise, qu'elle a sorti du chapeau. Oui, mais d'un autre côté, la température était à combien ? Est-ce que tu lui as demandé d'inventer, d'être créatif, ou est-ce que tu lui as demandé de se baser sur des choses qui sont factuelles ? Donc, il y a aussi ce point-là. Ensuite, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que normalement, on va dépasser, mais j'aimerais juste parler d'une IA que je trouve pas mal, qu'on appelle Real-Time Audio, qui est basée sur du GPT-4o. Le principe, c'est qu'il n'y a plus de latence entre la discussion avec l'IA et ce qu'elle me répond, etc. En fait, on est dans une discussion comme je pourrais le faire au bar avec toi ou au restaurant pour lequel tu vas m'inviter suite à ce webinaire.
Tout à l'heure, quand on a parlé ensemble, j'ai dit que la définition de l'IA de Wikipédia, même si elle n'était pas parfaite, ma définition, c'était un ensemble de moyens techniques mis en œuvre pour simuler l'intelligence humaine. En gros, Rafik, imagine, on est toi et moi à mon bureau, et tu m'entends parler, parce que je mets sur haut-parleur, avec quelqu'un, on va dire une femme dans ce cas-là, et tu m'entends parler avec cette femme. Si tu es incapable de savoir si cette femme, c'est une IA ou pas, alors quelque part, on a créé l'IA parfaite, puisque tu ne vois pas la différence entre un être humain et une IA. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais vous faire une petite démo de GPT-4o Real-Time. Vous allez voir que la latence, donc le temps de réponse de l'IA est en millisecondes. Et donc, on va avoir bien du mal à distinguer est-ce qu'il a une conversation avec un être humain ou avec une IA. Est-ce que toi, Rafik, en dehors du boulot, il y a un domaine que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux partager? C'est quoi Moi, c'est le Paris Saint-Germain. Ok, eh ben allez. Alors là, par contre, tu parles plus et moi, je vais parler du Paris Saint-Germain avec l'IA générative. Eh, salut, comment tu vas? Salut, ça va bien? Merci. Et toi, comment ça va? Bah écoute, je vais bien. Je suis fan du PSG, du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette équipe? Bien sûr. Le Paris Saint-Germain, souvent abrégé en PSG, est l'un des clubs de football les plus célèbres de France, basé à Paris. Il a été fondé en 1970. Le club évolue au Parc des Princes et a remporté de nombreux titres nationaux, dont plusieurs championnats de Ligue 1. Alors, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y a une rivalité avec une équipe française entre le PSG et une autre équipe? Oui, il y a une grande rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille, souvent considéré comme le plus grand classico du football français. Cette rivalité, connue sous le nom de Le Classique, est due à l'opposition historique entre les deux villes, Paris et Marseille, et à leurs succès respectifs dans le football français. Bon, après, moi étant niçois d'origine, je sais très bien que Marseille, s'ils avaient les mêmes moyens que Paris, serait bien meilleur que le PSG. Mais ça, c'est un autre débat. C'est très clair ce que tu viens de me dire. Par contre, je veux devenir professionnel en football et j'ai une tendinite au talon d'Achille. Qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Avec une tendinite au talon d'Achille, il est essentiel de prendre soin de ta blessure tout en continuant à travailler sur tes compétences footballistiques. Voici quelques conseils. 1. Repos et récupération. Donne à ton talon le temps de guérir. Évite... Ah, et là, je l'ai coupé, mais tu vois que on est dans un domaine où l'IA est capable de tenir une conversation, je suis capable de lui couper la parole, de lui demander des choses, de passer d'un sujet de football à un sujet de tendinite, et tout ça de manière fluide et sans latence. Ouais, c'est complètement... c'est très bien, j'ai envie de dire, parce que ça permet aussi de découvrir et d'apprendre autrement via l'IA générative. Donc, complètement OK. Après, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que Marseille n'existe plus aujourd'hui, donc dans le paysage footballistique européen. Donc, ça, elle a oublié. Bah, ça dépend si tu parles au niveau français ou européen. Moi, je suis chauvin. Moi, je m'intéresse à la Ligue 1. Moi, non, c'était juste voilà. Pour la part. Ça, c'est un autre débat. Et je sais très bien que c'était juste pour me taquiner. Alors, justement, tu vois, moi, un de mes challenges, c'est de progresser en anglais. Et là, par exemple, j'ai le language learning proposé en preview par Microsoft. What would you like to talk about today? Voilà. Et là, j'ai l'IA qui me dit what would you like to talk? Tu vois que j'ai des progrès à faire en anglais. About today. Et donc là, je peux lui parler très rapidement. What do you think about artificial intelligence? I don't have personal thoughts or feelings, but I can provide information and help answer questions about artificial intelligence. Yes, please, go ahead. Sure. How can I assist you today? Accuracy, prosody are excellent. Fluency is poor. Donc là, tu vois, ouais, ça, c'est bien, ça. Elle m'a donné, elle m'a aidé, on a parlé. Alors, j'ai vraiment fait une démo très courte, mais ça me permet aussi de parler de différents sujets avec une IA et d'avoir aussi un feedback sur mon niveau d'anglais et qu'est-ce que je peux améliorer
où sont mes lacunes, etc. etc. Mhm. Il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, on a le live chat avatar, où tu vas pouvoir sélectionner un avatar virtuel. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Cet avatar, ça peut être Lisa, qui n'existe pas, ou Laurie, dans notre cas. Je peux baser mon interaction avec elle sur du GPT-4o. Je peux lui dire que le langage utilisé va être le langage français. Je lui attribue une voix. Donc là, pour l'exemple, je vais dire que c'est Henri que j'attribue encore une fois à Laurie. Donc autant te dire que ça va être un peu bizarre. Une fois que j'ai fait ça, mon avatar va être créé. Il va y avoir une synchro labiale, c'est-à-dire que quand elle va me parler en français, sa lèvre va refléter ce qu'elle me dit. Et là, encore une fois, je peux démarrer une conversation avec elle. Salut, comment tu vas aujourd'hui ? Salut. Je vais bien, merci. Et toi ? Henri. Bah écoute, je vais bien. Tu peux me parler du Paris Saint-Germain parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment pas bons. Le Paris Saint-Germain déçoit souvent malgré les dépenses astronomiques sur les joueurs. Ouais. Frustrant, énorme. n'est-ce pas ? C'est énorme. Elle est fort. Hein. Il te calme direct. Hein. C'est bien. Je l'ai pas entraîné le modèle pour qu'elle me réponde ça. Hein. C'est C'est vraiment ça, n'est-ce pas? Ouais, d'accord. basé sur les données publiques. Voilà ce qu'elle peut dire. Donc tu vois comme quoi une IA ne ment jamais. Ouais. Et voilà. Non, Bon. que c'est complètement intéressant, oui. Après, Philippe, moi, la question, c'est aujourd'hui, là, on voit sur une solution Azure AI. Par exemple, si je suis pas du tout câblé Microsoft, que je veux juste avoir accès directement avec, j'imagine que c'est des services payants un peu partout, pas uniquement chez Microsoft. C'est quoi le moyen le plus simple? En plus de Microsoft, bien sûr. Bah, en fait, moi, je vais te surprendre, mais je vais te répondre. Est-ce que tes données ont une importance pour toi? Je vais te donner un exemple concret. Si tu pars sur du Azure OpenAI, donc dans le sens des démos que j'ai faites avec toi aujourd'hui, les prompts, les completions, les données d'entraînement ne seront pas disponibles aux autres clients, ne seront pas partagées avec la société OpenAI, ne seront pas utilisées pour améliorer les modèles, ne seront pas fournies à un tiers, etc. etc. Donc en fait, un domaine dont on n'a pas discuté par manque de temps, et peut-être dans une prochaine session, c'est quid de la propriété des données. Si j'entraîne une IA, mais qu'au final, les données d'entraînement deviennent la propriété du service qui me propose l'IA, je perds de ma valeur ajoutée en tant que société. Donc si moi, je propose à mes clients d'utiliser Azure OpenAI, c'est justement parce que Microsoft s'engage en termes de responsabilité, de sécurité, de confidentialité liée aux données. Et pour moi, c'est quand même le signe que, tout comme les moteurs de recherche, les IA doivent être utilisés de manière responsable par les utilisateurs. Donc, tu as plein de moyens d'utiliser des IA gratuites. Moi, mon point de vue, il est plutôt différent. Il est plutôt de dire, OK, mais en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est un peu une phrase qu'on entend souvent. Et puis, un dernier point, on n'en a pas du tout parlé, mais je trouve important de parler des 6 principes d'IA responsables de Microsoft. Ouais. Parce que là, je t'ai parlé de la sécurité de tes données, confidentialité. Mais en fait, quand quelqu'un crée une IA, Microsoft propose que cette personne, que cette équipe, que cette société respecte 6 principes clés d'IA responsable, dont l'équité, donc traiter de manière identique tout le monde, d'accord, que les recommandations soient les mêmes, quel que soit ton âge, ton sexe, ta religion, etc., que tu sois dans tel pays ou dans tel autre, il faut que les recommandations soient les mêmes. La sécurité de tes données, la confidentialité, l'inclusivité, la transparence, c'est hyper important. Comment une IA en est venue à te donner telle réponse? Je veux dire, quel est son cheminement de logique? Je donne souvent l'exemple de demain, tu veux acheter une maison, Rafik, et ton crédit, ta demande de crédit est soumise à une IA qui dit non, pas bon pour Rafik. Ok, mais ta banque te doit par transparence d'expliquer le cheminement de l'IA qui a fait qu'elle a dit no-go à ton crédit. Pour moi, c'est hyper important la transparence. Ouais. Et il y a aussi la responsabilité. C'est-à-dire que ceux qui ont développé l'IA doivent être responsables de ce que génère l'IA. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on pourrait me dire,
Oui, mais quand un constructeur vend une voiture, si tu as un accident avec la voiture, bah, le constructeur, il n'est pas responsable. En fait, ça dépend. Si l'accident est dû à un défaut de fabrication de la voiture, c'est le constructeur qui est responsable. Et donc, il y a aussi toute cette logique à avoir de principe d'IA responsable. Donc, je n'ai pas répondu à ta question. Tu vas me dire, ouais, mais tu n'as pas répondu. C'est quoi les autres IA? Il y a plein d'autres IA. Il y a Llama, par exemple, de Meta, qui est très bien. Il y a une société franco-française, Mistral, qui est basée à Paris, qui est très bien aussi, mais qui fait pas du multimodal, qui est plus sur du text-to-text, donc c'est vraiment du chat. Mais encore une fois, il y a plein d'IA. Mais mon discours est plutôt mon message, parce que c'est pas vraiment un discours, mais c'est plus un message auquel je crois vraiment. C'est posez-vous la question de quid de la propriété de mes données, qui en devient propriétaire, et quid de certains principes que moi je juge importants dans ma vie de tous les jours, dans ma communication avec les autres, le fait d'être inclusif, le fait d'être transparent, d'être responsable de mes propos. Pourquoi ne pas appliquer ce mode de communication à une IA? Oui, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Si aujourd'hui je suis une personne lambda qui veut découvrir ce que tu nous as montré à la démo, que c'est accessible via Azure AI, c'est-à-dire je peux me connecter, me créer mon compte, mettre ma carte bancaire et je peux commencer à utiliser les services. C'est accessible à tout le monde ce que tu nous as montré. Ouais, tout à fait. Alors, il y a certains services qui sont en preview, donc ils vont devoir être créés, par exemple, en Sweden central et passer en France centrale, parce que Realtime n'est pas disponible partout en Europe, etc. Mais tout à fait, tu peux créer un compte Azure gratuit, et à la limite, je peux même envoyer l'URL où tu la mettras à disposition. Oui, bien sûr. Et dans ce compte, dans ce compte Azure gratuit, tu vas avoir $200 qui vont être provisionnés sur un abonnement Azure qui va te permettre d'utiliser les services pendant 1 mois, et après les 11 mois suivants, tu vas avoir un certain nombre de services gratuits à disposition. Okay. Mais oui, bien entendu, moi j'encourage tout le monde à tester les technologies, à avoir un esprit critique sur ces technologies, tout en sachant, encore une fois, que ces technologies doivent être à disposition des utilisateurs et non pas l'inverse. Voilà. Très bien. C'était ma conclusion. Merci beaucoup Philippe. Je pense que tout le monde va adorer parce qu'on a abordé énormément de sujets. Bon, il y aura 1h20, mais je pense que c'est assez riche comme information ce qui a été partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Philippe. Je ne te l'ai pas dit au début, mais merci d'être. Et je pense que c'était un plaisir. Ah, c'est gentil. Et je pense que dans le temps, il faut qu'on souffle un peu, mais plus tard, faire un focus, te réinviter. Si tu seras partant, aussi avec une autre personne qui peut aussi amener son. Peut-être pas Microsoft, tu vois, pour pas anti-Microsoft, pas Microsoft. Hein. L'idée, c'est que on élarge un peu le scope de discussion parce que voilà, si on croise, comme tu disais tout à l'heure, comme le font les gens extérieurs, c'est toujours intéressant à apprendre. Donc, par exemple, il y a le sujet de la sécurité, la sécurité. Avoir un débat contradictoire, moi, ça me va très bien. On pourra organiser ça dans la limite de mes compétences, parce que moi aussi. Tous les jours. Je voulais terminer sur un point, c'est que la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, que ça soit cette vidéo ou une autre, parce que Rafik, sur son temps libre, travaille beaucoup là-dessus. Et donc, c'est quelque part un moyen de le remercier gratuitement que de promouvoir son travail. Il a un objectif de rendre l'informatique plus simple en termes de compréhension, d'éviter toutes les phases de bullshit comme on peut le voir parfois. Moi, je trouve que cet objectif, il est louable, il est utile à la communauté. Et donc, c'est aussi à vous qui êtes derrière votre écran, qui consommez ces ressources, qui consommez son travail, ou le mien dans ce cas aujourd'hui, de le mettre en avant pour pouvoir le promouvoir, et ça sera votre façon à vous de le remercier. Sur ce, on va clôturer la session du jour. Remercier encore une fois Philippe pour son intervention. Ça a été très riche. Merci beaucoup une fois de plus, Philippe. Next numéro, on va parler de stratégie API avec une nouvelle invitée cette fois. Et restez branchés. Partagez, comme disait Philippe, partagez. Ça va nous aider à vraiment. Et si vous aimez, dites-le. Si vous n'aimez pas, dites-le en étant constructif et nous aider à nous améliorer. On est preneur, il n'y a aucun problème. À bientôt. Salut.